Voilà, c'est parti. Alors, pour se mettre en jambes, je vais vous partager un petit quiz. Alors, je l'ai perdu. Super. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à répondre à ces questions dans la discussion. J'ai perdu mon sondage. Bon, bah, très bien. Alors déjà, on se demandait, voilà, je pense que toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui ont peut-être des niveaux aussi de 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 compréhension, de maîtrise du sujet, différentes. Donc on se demandait, voilà, pour vous, partage de données de santé pour la recherche, quand on vous donne cette indication-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc je vous invite dans la conversation à nous dire, voilà, si vous êtes, enfin voilà, juste en un mot, comme ça, sans réfléchir, à brûle pour point, qu'est-ce que vous évoque, partage des données de santé, pour la recherche? Vous avez le droit de dire, charabia, voilà, le premier mot qui vous vient en tête, hein. My dad can you say that and you can tell your dad and after your dad is my bitch, okay? Et du coup, de toute façon, mon père, il super, bah, merci, fabuleux. Voilà, je pense que c'est des choses qui sont assez partagées de manière générale. Donc Caroline pourra rebondir dessus. D'ailleurs, si tu veux d'ores et déjà rebondir, n'hésite pas. Oui, donc je peux le faire parce qu'en voyant certains, commentaires, ça me fait penser à une consultation qu'on a faite sur, l'espace européen des données de santé, où chacun était amené à s'exprimer sur, ses besoins, ses attentes, sa compréhension de l'utilisation secondaire des données de santé, donc les données de santé pour la recherche. Et j'ai adoré une, des verbatim, donc une des expressions, un commentaire d'une personne que j'ai trouvé très juste et qui est une grande leçon, qui a dit: «Bah, je me suis retrouvée un peu sur ce site par hasard, mais moi j'ai rien à vous en dire, je n'ai pas d'opinion parce que je ne comprends même pas le sujet qui est le vôtre et sur lequel vous m'interrogez. Je ne sais pas ce que c'est, donc je n'ai pas d'avis». Et j'ai trouvé cette, alors que tout il y en a qui ont évidemment des avis extrêmement clairs et précis et on va dans la technicité et cetera, bah, se rappeler en fait que, les données de santé pour la recherche, c'est pas forcément connu de tous et qu'il y a un énorme enjeu d'acculturation et c'est l'une d'ailleurs des conclusions, du rapport qu'on a pu rendre sur, la construction du futur espace européen des données de santé. Merci. Bah, merci pour vos contributions. Je passe à la 2e petite question. Quel est vous, alors là pour le coup c'est vous en tant que personne propre et pas en tant qu'accompagnateur, médiateur, conseiller, animateur numérique. Quel est votre niveau de crainte vis-à-vis du partage de vos données médicales? Alors c'est plutôt, on va dire du plus confiant au moins confiant, je maîtrise le sujet, je fais confiance même si je maîtrise pas, complètement, je ne maîtrise pas suffisamment le sujet pour m'exprimer. Voilà, c'est un peu dans le sens que tu viens de dire, Caroline. Je comprends, mais je suis pas vraiment confiante dans la gestion qui est faite actuellement des données de santé. J'ai plutôt peur qu'on accède à mes dossiers médicaux et que mes données soient utilisées à mauvais escient et vraiment, pas touche, ce sont, mes données.
C'est vrai que voilà, on entend assez souvent, ce que tu disais Caroline, voilà, je maîtrise pas suffisamment le sujet pour m'exprimer. C'est On ça. sent que voilà, il y a une prise, enfin une conscience, là-dessus sur cette question, mais c'est tellement vaste et tellement, complexe qu'on n'arrive pas forcément à exprimer, ses craintes vis-à-vis des données de santé. Oui, oui. Bon, après aujourd'hui, on est face à des professionnels aussi qui sont, en charge, de la médiation numérique, donc forcément qui ont une forme de confiance, la plupart du temps, mais bon voilà, peut-être pas uniquement non plus, envers les outils. Bah, ici, ce qui va être intéressant, et on pourra le revoir, hein, tout à l'heure quand j'en parlerai, c'est, le sujet de la confiance est souvent lié à, comment dire? Une, confusion, mais qui est bien normale. J'ai mis énormément de temps à la différencier entre l'utilisation des données pour le soin, donc il y a: «On a mes données, on me connaît dans le détail pour mieux me soigner moi», et tout ce qui est de l'ordre de l'utilisation des données pour la recherche, qui, dès lors qu'elles sont pour la recherche, sont quasi systématiquement dans un cadre pseudonymisé, donc où en fait on ne me connaît pas. On connaît par exemple certaines choses de moi, mais on ne sait pas précisément que c'est moi, et on va mêler tout ça pour pouvoir faire avancer la recherche et contribuer à améliorer la santé des personnes. Et ce sont deux façons de travailler sur les données qui sont très différentes, puisque dans un cadre pour la recherche, on est plus dans l'anonymisation ou la pseudonymisation, donc avec la non-identification finalement de la personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la retrouver d'une façon ou d'une autre, ça on pourra y revenir, mais en tout cas on ne l'identifie pas et c'est pas fait pour ça. Donc ça c'est intéressant aussi d'aller regarder et de s'intéresser et de creuser le sujet de d'où vient cette crainte. Si vous On n'est pas très nombreux, donc si vous voulez, prendre la parole, allons-y, hein, n'hésitez pas à lever la main, je vous passerai la parole. Du coup, avant-dernière question, alors différence entre anonymisation et pseudonymisation, bah, ça on y viendra, après. Exactement. Alors, là pour le coup, c'est les personnes que vous accompagnez. Quels sont, selon votre ressenti de manière générale, si on faisait une espèce de grosse moyenne, quel est le niveau de crainte des personnes que vous accompagnez vis-à-vis du partage des données médicales? Voilà, est-ce que, ils ont une confiance, aveugle, alors ça peut être, parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet, mais, en tout cas, voilà, confiance aveugle ou en tout cas pas de sujet. Ce fameux, «Ça me pose pas de problème, je n'ai rien à cacher». Plutôt tant de personnes qui sont plutôt à la fois craintives que confiantes. Ils utilisent de fait des applications de santé, mais avec quand même des craintes, ne savent pas ce que signifie données médicales. Alors on est assez nombreux à ne pas vraiment cerner le périmètre, mais en tout cas, voilà, sont un petit peu éloignés de ça et crainte maximum, rejet total. Voilà, sans surprise, les quelques premiers messages, c'est plutôt, voilà, un manque de confiance, de réticence, mais qui sont liés de toute façon à l'ensemble de leurs difficultés et des difficultés qu'ils pourraient avoir vis-à-vis du numérique et des outils et en effet, qui prêtent pas forcément attention à cette C'est question hyper, puisque ouais, c'est hyper c'est intéressant là, hein, les 2 catégories. Désintérêt ou ne prête pas attention, et c'est vrai que c'est une réalité, observée, et qui va être dans, et là, c'est intéressant de dire par rapport à la population, classe d'âge, donc ce que j'entends, très, très réticent. Et tout le sujet est de voir à quoi, en fait, véritablement, ils sont, réticents. C'est pas le plus souvent, pour l'utilisation, pour la recherche dans un cadre déterminé dès lors qu'ils en ont la connaissance, et ça on l'a montré, on a fait une conférence de consensus, alors je vais juste pour en donner quelques petites, billes comme ça, hein, et on a fait, passer donc une conférence de consensus, on a réuni 70 citoyens pendant un week-end pour leur parler de ce sujet et les faire surtout débattre de ce sujet de l'utilisation des données pour la recherche, qui est donc, comme je le rappelle, un cadre spécifique que je vais pouvoir détailler tout à l'heure. Au Le samedi matin, on leur pose la question de la crainte, qui est quand même quasiment à une personne sur 2 est en crainte sur l'utilisation des données de santé pour la recherche. On leur a reposé la question en fin de week-end, le dimanche après-midi. Ça a drastiquement diminué parce que dès lors qu'on explique et qu'on rappelle le cadre, on se rend compte qu'en fait, ça fait augmenter la confiance, et ça, c'est intéressant aussi de voir encore une fois qu'on est sur sujet
indispensable de communication et d'information, de pédagogie autour de ce sujet qui est véritablement dans ce cadre, l'utilisation des données de santé pour la recherche. Allez, Oui, je donc vous termine êtes sûr, avec. elle est bien, vous êtes sûr que c'est bien sécurisé, la Oui, question posée. c'est ça. Dernière petite question, là, pour le coup, c'était plus un quiz parce que j'ai trouvé le chiffre assez délirant, on va dire. Alors là, c'est pas très interactif, donc c'était plus pour vous donner le chiffre en 2020, quelle quantité de données de santé ont été produites dans le monde. Donc c'est une source d'un rapport de l'Assemblée nationale qui a été fait sur ce sujet. On arrive à, alors en 2013, 153 exaoctets, donc un exaoctet égale 1 milliard de gigaoctets. 153 exaoctets ont été produites, enfin 153 exaoctets de données de santé, pardon, ont été produites dans le monde. Et en 2020, on est passé à 2314 exaoctets de données de santé qui ont été produites dans le monde. Voilà. Voilà, c'était pour introduire un petit peu le sujet. Caroline, du coup, je te laisse dérouler la Oui, présentation. alors donc, c'est comme souvent, je prévois souvent de parler d'une façon et j'ai prévu tout un plan, et cetera. Et puis en fait, selon l'ambiance et les réponses, j'ai envie un petit peu de faire évoluer la façon dont je vais présenter les choses. Parce qu'en fait, il y a 2 ou 3 anecdotes qui me viennent en tête par rapport aux questions qui ont été posées là et aux réponses reçues. La première, c'est, et avant que je dise qui je suis et qu'est-ce que le Health Data Hub et de rentrer dans le détail, peut-être déjà trop technique, j'ai 2 anecdotes qui m'animent constamment dans ce que je fais et ça, c'est important. La première, c'est, elle est assez récente. Je suis intervenue à Future for Care, qui est, une structure donc qui regroupe, plusieurs autres, entreprises. Il y a Orange, il y en a d'autres, enfin je les ai plus en tête, peu importe, sur Paris. Et j'ai fait 1 heure d'intervention avec, une autre personne qui s'appelait également Caroline, sur le sujet des données de santé, du numérique et des perceptions qu'en ont les gens et qu'est-ce que sera notre société de demain. Donc c'était une intervention d'un peu plus d'1 heure, 1 heure et quart et au bout d'1 heure, une personne lève le doigt et donc le cadre, c'était vraiment les données de santé, hein, quand même aussi pour la recherche. Et elle lève le doigt et elle nous dit: «Bon, en fait, est-ce que vous pourriez nous dire, ce que c'est que les données de santé pour la recherche?» C'est-à-dire qu'en fait, la personne est venue, alors ça, c'est très bien pour parler de ce sujet-là, mais 45 minutes pour oser dire: «Au fait, je crois que je ne suis toujours pas sûre de comprendre de quoi il s'agit». Et ça, c'est extrêmement important parce que ça me fait penser à 2 choses. C'est ce que j'ai dit précédemment. En fait, c'est pas très clair dans la tête de chacun de savoir ce que c'est. Moi-même, en arrivant au Health Data Hub, qui est pourtant une structure qui est dans ce cadre-là, eh bien, il m'a fallu du temps pour véritablement comprendre et donc je vais tenter de vous l'expliquer vraiment hyper simplement et de façon très concise. Mais c'est aussi cette idée souvent qu'on a l'impression qu'on connaît et quand on commence à en parler, on se dit: «Mais je suis pas si sûre qu'on parle de la même chose» et il faut pouvoir oser lever le doigt et dire: «Je crois que je suis pas sûre de comprendre ce que c'est que les données de santé pour la recherche». On a fait beaucoup d'études, parce que je suis sociologue de formation, sur les perceptions que les gens ont des données de santé. Moi, j'en ai retenu une chose. Quand je dis les gens, je voudrais pas faire une moyennisation, des perceptions des citoyens, mais quand même globalement, de toutes les études que j'ai pu mener, pour la plupart des personnes, elles en ont une vision assez holistique, c'est-à-dire les données de santé, ça forme un tout. Il y a les données que j'utilise et que je mets finalement sur Facebook. Il y a les données de mon dossier médical ou que j'échange avec mon médecin. Il y a les données de l'application médicale dont peut-être l'industriel qui a fabriqué le produit en dispose. Il y a les données de santé pour la recherche que peut-être je vois un petit peu comme les électrodes sur la tête ou le fait que c'est la blouse blanche qui est en train d'inventer demain le nouveau vaccin. Est-ce qu'on a une conscience et une connaissance véritable de ce que c'est la recherche au sens épidémiologique du terme? Là, un petit peu moins. Et bref, et j'ai eu beau dans les études réalisées, tenter de dire aux personnes, il y a les données de santé de type soins primaires pour votre santé à vous et le médecin en dispose pour mieux vous soigner, et les données de santé pour la recherche, donc ce qu'on appelle l'utilisation secondaire des données de santé. On a beau essayer de dire, les experts s'accordent à ce qui est comme deux dynamiques, et en fait, quand on interroge les gens, ils en reviennent, même quand on essaie de leur imposer ce savoir, c'est quand même un tout. Alors, comment on fait pour se dire que non, ce n'est pas un tout et qu'il y a quand même des différences dans l'utilisation des données de santé? Eh bien, effectivement, les données de santé pour la recherche, c'est le fait que
et notamment, ça veut dire l'utilisation secondaire des données de santé. Il y a des bases de données. Ces bases de données, c'est par exemple les bases de l'assurance maladie. Prenons cet exemple. Donc ça, c'est le système national des données de santé. Lorsque vous allez chez votre médecin, vous êtes remboursé d'avoir été voir ce médecin. Et ça, c'est inscrit. C'est inscrit, on sait que vous y avez été parce qu'on doit vous rembourser. On a cette connaissance. Cette connaissance, c'est une base de données à des fins de gestion administrative, à des fins de remboursement. De la même façon, lorsque vous êtes hospitalisé, etc. Cette base, et j'expliquerai après son histoire, peut être utilisée pour la recherche. Donc, il y a une base présente, elle peut être utilisée pour la recherche, c'est-à-dire qu'on va pseudonymiser, on va retirer les éléments qui vous identifient personnellement, nom, prénom, etc. Et ça, on peut l'utiliser, donc c'est un ensemble de données pour pouvoir dedans faire, de façon, je le dis un petit peu vulgarisée, de la statistique, qui va permettre de trouver des solutions pour demain qui améliorent la santé des personnes. Un des exemples qui est bien connu de l'utilisation des données pour la recherche et de l'importance de ces bases de données, c'est notamment l'affaire Mediator. C'est un médicament que très nombreuses personnes prenaient. Alors des personnes qui pouvaient être obèses, des personnes diabétiques et d'autres catégories de personnes aussi. Et à un moment donné, le doute a été mis de savoir est-ce que finalement ce médicament n'est pas délétère pour les personnes qui le prennent. Et il y a eu évidemment ce médecin qui a signalé, qui a levé le doigt en disant attention, je crois qu'il y a un souci avec ça. Pour le savoir, eh bien, il a été demandé à l'assurance maladie de vérifier dans ses bases de données si effectivement ce médicament pouvait avoir des effets délétères. En 10 jours, l'assurance maladie a pu montrer que oui, effectivement, il y avait des effets délétères de la prise de ce médicament. Eh bien ça, c'est l'utilisation de bases de données pour la recherche, pour trouver des solutions, ou alors là, dans ce cas, c'était de la pharmacovigilance. L'utilisation des données pour la recherche, c'est donc pas seulement l'invention du nouveau vaccin, c'est des études qui peuvent être épidémiologiques. On parle beaucoup de système national des données de santé, un petit peu d'histoire sur ce que c'est. J'en ai un petit peu parlé, je voudrais rentrer un petit peu en précision. L'assurance maladie, donc, met en place, d'une certaine façon, cette grosse base de données qui concerne tout le monde. C'est en ça d'ailleurs qu'elle est assez extraordinaire et sur plusieurs années, comme je le disais, à des fins administratives, à des fins de gestion pour vous rembourser. À un moment donné, et donc ça date d'il y a bien longtemps. Dans les années, et même un petit peu avant, 2000, on commence à se dire que cette base de données pourrait servir à la recherche. Pour servir à la recherche, il a fallu évidemment, et c'est là, c'est pas seulement il a fallu, c'est parce que de toute façon la recherche n'a pas besoin d'autre chose, pseudonymiser. C'est un petit peu la question qui est posée tout à l'heure. Pseudonymiser, ça signifie tout simplement le fait de retirer le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, qui fait qu'on ne va pas pouvoir vous identifier, vous. On a des données qui vous concernent, pour autant, on ne vous identifie pas vous, parce que ça n'a pas d'intérêt pour la recherche et parce que, bien entendu, ça permet aussi d'assurer la sécurité de l'utilisation de vos données. Ces données utilisées pour la recherche permettent, donc comme je l'ai dit, de mener des projets de type pharmacovigilance sociale. On va vérifier que les médicaments en situation donc, de vie réelle ne sont pas délétères, mais en fait, ça c'est extrêmement mineur. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'à partir de l'utilisation de ces données, on peut faire des projets beaucoup plus impactants, enfin beaucoup plus impactants. Je ne dirais pas qu'il y ait une hiérarchie, mais d'autres projets de type personnalisation du traitement médical, par exemple pour lutter contre le cancer ou ce type de projet. Ça peut être des projets aussi pour éviter les hospitalisations de personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque, par exemple, ou énormément de choses de ce type-là. Donc ça, c'est le premier cadrage de l'utilisation des données pour la recherche. Il faut sortir de l'idée que ce n'est pas seulement les données pour le nouveau vaccin ou que ce ne sont pas les électrodes mises sur la tête, donc au sens de études cliniques où on va essayer. Non, c'est aussi les études épidémiologiques et dans un cas spécifique de pseudonymisation. J'en profite ici pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Ce serait quoi la différence entre pseudonymisation et anonymisation? Et c'est là on va voir que c'est aussi intéressant par rapport à ce point qui est pour la recherche.
Et après, je dirais ce qu'est le Health Hub enfin et la direction citoyenne. La différence, c'est que les données, vous avez donc cette base de données qui concerne un ensemble de personnes, admettons même toutes les personnes donc, de la population française, donc ceci, avec le système national des données de santé, entendu au sens historique du terme, parce qu'aujourd'hui, il a une définition aussi élargie. On pseudonymise, donc on retire nom, prénom, numéro de sécurité sociale. Il y a peut-être une ou deux choses complémentaires, mais en gros, c'est ça qu'il faut retenir dans pseudonymisation. Anonymisation, on va aller un cran au-dessus. Pseudonymisation, il y a quand même un risque possible de réidentification. En fait, ce n'est pas forcément un risque, c'est aussi une volonté de réidentification, parce que la personne peut lever le doigt et dire: je ne souhaite pas que vous utilisiez mes données pour la recherche. Et dans ce cas, il faut pouvoir la retrouver pour pouvoir supprimer ces données dans son cadre-là et qu'on ne puisse pas les utiliser. Anonymisation, ça signifie qu'on ne peut pas du tout revenir sur à qui sont ces données. Ce n'est pas possible. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va retirer énormément de données. On va retirer le lieu d'habitation. Pour, par exemple, l'âge, eh ben, au lieu d'avoir les âges précis, eh bien, on va faire de l'agrégation. Donc, on va mettre des fourchettes les personnes allant de 0 à 30 ans, de 30 à 60, de 60 à plus, par exemple, etc. Mais surtout, surtout, on retire énormément de données. Ce qui fait que quand on dit les bases peuvent être en open data, donc en open data, ça signifie que toutes ces bases anonymisées, quand elles sont anonymisées, elles peuvent être mises en accès à tous, libres à tous. Ça, c'est possible. D'ailleurs, c'est une volonté aussi de l'État, du gouvernement, un mouvement aussi qui a été très attendu, notamment dans les années 2015, par la société civile qui a dit il ne faut plus que les données soient seulement aux mains des administrations, il faut les ouvrir, leur permettre à tout acteur de pouvoir y avoir accès, mais évidemment dans les conditions de cette anonymisation où on ne peut pas retrouver la personne, on ne peut pas savoir que c'est elle. Il y a un petit souci enfin un petit souci, une limite à l'anonymisation pour un usage recherche. Les données et les bases de données mises en open data et donc en accès libre et donc anonymisées, auxquelles tout le monde peut avoir accès. Le hic pour la recherche, c'est que souvent elles sont insuffisantes. Justement, elles n'ont pas le niveau de précision, la variété de données suffisante pour mener certains types de projets qui, eux, vont être un petit peu plus cortiqués et qui auraient besoin, en fait, de cette masse de données et de cette précision de données. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent un arbitrage entre un chercheur qui a besoin de beaucoup de données pour son projet qui a une finalité précise et qui, là, va devoir rentrer dans des bases qui sont plutôt pseudonymisées et avec des conditions d'accès spécifiques, et ça, je vais y revenir, et les données qui, elles, sont en open data, qui peuvent être intéressantes quand même, mais qui parfois ont leurs limites, comme je viens de le préciser. Alors maintenant, il y a une question, Une une question, personne ouais, qui veut demander le refus de pseudonymisation. partage de données. Ben oui, tout à fait. Les données du système national de données de santé, on a un droit d'opposition. Ça, bien entendu. Et l'anonymisation, l'identification est d'office retirée. Oui, on ne peut pas de toute façon vous reconnaître. C'est-à-dire qu'on retire tellement de choses qu'il n'est pas possible de retrouver l'origine de la personne. Alors, je caricature un petit peu les choses parce qu'en fait, il y a toujours ce débat de dire, mais en fait, jusqu'à quel point est-on vraiment capable d'anonymiser? Et c'est pour ça que souvent on parle d'anonymisation très forte ou moyennement forte, parce qu'il y a un petit peu cette idée que le zéro anonymisation n'est en fait pas possible. Enfin, mais le zéro anonymisation, moi je vais vous donner un exemple tout simple. Et là, il n'y a pas, c'est pas que le sujet du numérique. Je me retrouve dans un comité avec des diabétologues. C'est arrivé lorsque j'étais en association de patients. Et ils discutent d'une personne sans mentionner son nom, sans mentionner son prénom. Donc, a priori, ils en discutent librement, mais d'une certaine façon, de façon pseudonymisée. Ils ont donné deux variables. Je ne vais pas les donner parce que d'ailleurs, on ne sait jamais, les personnes pourraient la reconnaître. Et bien, de ces deux variables données sur la personne, sans pour autant me donner son nom, sans pour autant me dire où elle habite, eh bien, ça m'a suffi. Parce que c'est tellement rare à reconnaître exactement la personne de qui il parlait. Parce que c'était suffisamment rare pour pouvoir la reconnaître. Donc, il y a quand même ce sujet de pseudonymiser, oui, anonymiser, oui, le modèle parfait, parfait, je ne suis pas sûre qu'il existe, c'est pour ça qu'on parle de anonymisation forte, même si quand même à un moment donné, il faut s'entendre à avoir du bon sens et se dire là quand même de là à reconnaître la personne, faut se lever tôt. Je vais revenir à pourquoi est-ce que je suis présente ici et qu'est-ce que le Health Data Hub, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que fait la direction citoyenne.
Le Health Data Hub, c'est une structure qui permet à des porteurs de projets d'accéder précisément aux données du Système national des données de santé pour porter des projets d'intérêt public. Donc pour porter des projets qui améliorent la santé de tous. Alors, ces données, donc, ce sont lesquelles? Je viens de le dire, ce sont les données notamment de l'assurance maladie, entendues au sens historique du terme, donc les données liées au remboursement de soins, d'hospitalisation. Et ça peut être aussi des données, ces données-là peuvent être chaînées, c'est relié à d'autres bases de données très intéressantes, les bases d'Unicancer, les bases d'une association de patients, les bases de peu importe. Et quand on chaîne ces données, ça peut donner lieu à des projets qui sont très intéressants, notamment pour améliorer la santé des personnes. Notre structure, elle a été créée en 2019, mais en fait d'autres avant existaient. Il y avait l'Institut des données de santé, qui est devenu l'Institut national des données de santé, qui est devenu le Health Data Hub, toujours sous la même forme et le même statut juridique, un groupement d'intérêt public. Notre motivation, c'est pas d'utiliser les données. Nous, on ne les utilise pas, on ne fait pas de la recherche. Notre motivation, c'est de permettre à des personnes d'accéder à ces données et qu'elles fassent de la recherche. Parce qu'accéder à ces données, c'est pas évident. Et pourquoi c'est pas évident? Ben pour cause, parce qu'il faut pouvoir les protéger. Et pour cause, parce qu'elles sont pseudonymisées seulement entre guillemets. Alors c'est bien qu'elles soient pseudonymisées, mais ça fait pas tout. C'est pas parce qu'elles sont pseudonymisées que tout le monde peut y accéder. Et on n'y accède pas n'importe comment. Donc, quand vous voulez accéder à ces données-là, il se passe quoi? Vous avez deux formules. La première, c'est parce que vous voulez mener des projets, on va dire, relativement usuels dans l'écosystème. Vous êtes un CHU, vous êtes une association, ou on va le voir, vous êtes un industriel et vous voulez accéder à ces données. On va vous dire très bien. Premièrement, il faut remplir un protocole d'étude. C'est un protocole de grande envergure. Il y a un template précis à remplir. Alors j'insiste sur le mot de template. C'est pas que il faut, comment dire, que c'est seulement lourd, c'est qu'en fait, vous avez vraiment des catégories, des choses qu'il faut remplir et il faut tout remplir. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vous avez le guichet du S-Data Hub à qui vous allez déposer votre projet et qui va vérifier la complétude de votre dossier. Et ça, c'est important parce que parfois, bah, vous n'avez pas tout rempli parce que c'est pas si simple de comprendre ce qu'on vous demande. Pourquoi vous demandez, mais pourquoi on me demande ça, mais je ne sais même pas y répondre, ou c'est compliqué. Donc, le guichet est aussi là pour vérifier la complétude du dossier, mais aussi vous accompagner à tout remplir comme il convient. Une fois que vous avez rempli ça, le guichet du SData Hub va vous dire, est-ce que désormais vous voulez passer la seconde étape, vous pouvez avoir changé d'avis entre-temps, qui est le comité éthique et scientifique, qui va donner un avis sur votre projet. Donc là, admettons que vous disiez oui, ça passe chez eux, c'est un comité indépendant, indépendant du SData Hub. Nous ne sommes que le secrétaire de ce comité éthique et scientifique. Ici, ils vont regarder la finalité. Est-ce que c'est bien une finalité d'utilité publique? Est-ce que réellement vous le faites pour améliorer la santé des personnes? Est-ce que vous ne le faites pas à des fins commerciales? Si vous êtes un industriel, par exemple, bah, à des fins commerciales, le doute est permis. Alors en général, ce qui se passe, c'est comme un industriel a du mal à justifier que c'est véritablement d'utilité publique, il doit en passer par un tiers de confiance, qui est souvent ce qu'on appelle une CRO, pour le dire de façon vite, c'est un cabinet d'études, habilité, avec les règles qui vont bien, qui va analyser et recevoir les données et ne vous livrer à vous, industriel, que les résultats. Mais l'industriel n'accède pas aux données. Ils vont vérifier, par exemple, que vous ne demandez pas plus de données que celles nécessaires à votre projet. Ça, c'est une bonne façon de vérifier si vous êtes d'équerre et si vous avez envie de bien faire les choses. Si vous en demandez trop, il y a peut-être un doute qui est permis, etc. etc. Donc, le CESRES, le comité éthique et scientifique, il va émettre un avis qui n'est qu'un avis, hein, au passage, mais quand même qui compte sur votre dossier. Admettons que cet avis soit positif, parce qu'il y a avis positif avec demande de modification de votre dossier, avis négatif. Quand c'est négatif, normalement, vous repassez, hein, vous retournez en arrière, vous repassez par le guichet, et puis on fait les démarches. Une fois que vous avez passé ça, vous allez passer à, nous, en tant que guichet du S-Data Hub, on va vous dire, eh bien, maintenant, est-ce que vous voulez passer l'autre étape, qui est la demande d'autorisation de la CNIL, la CNIL étant la seule autorité compétente à vous autoriser ou non l'accès au système national des données de santé. Elle va aussi regarder votre dossier dans le détail. Elle va notamment être très attentive au sujet de l'information patient, de l'information citoyen. Admettons que votre dossier passe. Là, vous avez une autre étape qui est le conventionnement avec l'assurance maladie. Et l'assurance maladie va préparer les données que vous avez demandées, celles qui sont proportionnées
à la finalité de votre étude et ensuite vous accédez soit via sa plateforme, soit la vôtre, soit, j'évoquerai un tout petit peu ce point, mais pas trop en détail, la plateforme du Health Data Hub, pour pouvoir recevoir les données dans un espace sécurisé et mener votre projet. Des petites choses qu'il faut se retirer de la tête, c'est il y a une équipe projet, un CHU, qui a déposé, qui est passé CESRES, la CNIL, qui a conventionné. On a toujours l'impression que dans cette équipe du CHU, il y a 40 personnes qui sont derrière et qui vont aller regarder derrière leur ordinateur vos données. En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En fait, il y a une équipe qui peut se mobiliser sur un sujet. Néanmoins, les personnes qui vont véritablement regarder les données, qui, je rappelle, sont pseudonymisées, doivent être soumises au secret médical, doivent avoir reçu des compétences spécifiques et l'avoir prouvé. Et à la fin d'un projet, ça ne fait pas beaucoup de personnes qui accèdent aux données. Et quand elles y accèdent, elle n'y accède pas de façon, je lui envoie sur sa boîte mail un tableur Excel qu'elle pourrait diffuser. On est bien d'accord que c'est dans un espace de travail informatique sécurisé, dans laquelle la personne est d'une certaine façon tracée. Elle doit rendre compte de ce qu'elle regarde, de comment elle regarde, parce que ce n'est pas non plus parce que vous avez accès à toutes ces données, qui pourtant vous ont été autorisées, que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Ça a été aussi prévu d'avance. Et quand vous êtes sur les données, vous devez justifier de ce que vous êtes en train de faire et pouvoir remonter ça. Et puis à la fin de cette histoire, il y en a deux. À la fois, c'est quand vous avez enfin trouvé des réponses à vos questions, donc à votre recherche, eh bien, vous devez faire acte de transparence, l'indiquer et le mettre d'ailleurs sur notre site internet, que ce soit une publication, un poster, peu importe quelque chose. Il faut en rendre compte à la société, parce que ces données, ce sont celles du patrimoine collectif, donc de la société. Et l'autre chose, je voudrais juste initier un petit peu cette idée, c'est là, je vous ai parlé de projets un petit peu classiques. Il y a aussi tout ce qui est intéressant de regarder des projets qui vont être en intelligence artificielle. Les projets en intelligence artificielle, c'est lorsque vous allez utiliser donc les données de l'assurance maladie telles que je l'ai mentionné au sens de remboursement de soins, hospitalisation, etc. Mais qu'en même temps, vous allez chaîner à des très très grosses bases de données autres, par exemple les implants cardiaques et le défibrillateur. Et là, vous allez souvent avoir des besoins donc, de chaînage, donc vous allez avoir un besoin des capacités de calcul et de stockage importants. Et dans ce cadre-là, vous allez aussi avoir besoin spécifiquement d'une infrastructure, mais aussi d'un accompagnement par des data scientists. Alors, c'est un accompagnement d'abord à faire en sorte que vos bases puissent réellement se chaîner entre elles. Je vais le dire de façon extrêmement vulgarisée. Vous avez un tableau Excel, vous avez un deuxième tableau Excel, vous n'allez pas pouvoir les mettre de façon simple l'une sur l'autre. Il y a un travail sur les données pour pouvoir les rendre lisibles et les mettre ensemble. Ce travail, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des data scientists qui peuvent bosser sur un projet pendant un an pour vous. Et ça, par exemple, le Health Data Hub met à disposition cette ressource pour aider les acteurs à faire ces projets. Parce que ces projets, en fait, contrairement à ce qu'on pense aussi, il n'y en a pas tant que ça. Et il faut encourager la recherche en ce sens. Et donc, on va détacher des personnes spécifiques pour aider les porteurs de projets qui, eux, ont les bonnes idées, qui ont le savoir-faire, mais qui peut-être parfois ont des difficultés financières ou autres, pour pouvoir justement faire ce travail de structuration, de lisibilité des données, etc. Et puis, il y a un autre point, je m'arrêterai là, après on peut parler de la direction citoyenne en 3 minutes, ce sera la conclusion pour nous permettre un moment d'échange, c'est allons voir aussi du côté de la technicité, c'est de regarder, oui, on va faire des projets en intelligence artificielle, mais comme je le mentionnais, il vous faut une plateforme spécifique avec des capacités de calcul et de stockage importantes. Et là, vous avez aussi des ateliers d'accompagnement pour savoir utiliser convenablement cette infrastructure. Mon message, avant de parler de la direction citoyenne, c'est on a un patrimoine collectif extraordinaire qu'est le système national des données de santé, dont on peut faire beaucoup de choses. Et on peut faire beaucoup de choses parce qu'on peut le chaîner avec d'autres bases de données qui peuvent vraiment permettre d'avoir des projets impactants pour améliorer la santé des personnes. Simplement, il y a deux sujets dans ça. À la fois, il faut s'assurer de protéger ces données, qu'elles ne soient pas utilisées n'importe comment. Donc il y a toute une gouvernance, comme je l'ai précisé, puis toute une sécurité. Le système national des données de santé est extrêmement sécurisé. Il y a des audits réguliers, etc. Il y a une infrastructure qui est extrêmement contrôlée. Donc, de ce point de vue-là, c'est d'équerre. Mais cet enjeu-là, il est à construire, à maintenir en permanence. Mais par ailleurs, le travail du S-Data Hub, c'est d'encourager tous les acteurs
à utiliser ce système national des données de santé parce qu'on peut véritablement en faire quelque chose. Et vu les étapes dont je vous ai parlé, on peut entendre que ça pourrait dissuader certains acteurs à l'utiliser parce que c'est assez lourd. Alors nous, on est là justement pour garantir la confiance, pour leur dire, vous inquiétez pas, on va y arriver. Vous allez les avoir dans un temps qui est relativement raisonnable et vous pourrez les utiliser. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce que fait en 2 mots, la direction citoyenne dans tout ça? Bah, mon objectif, c'est d'acculturer et d'informer les personnes de l'utilisation de leurs données de santé. C'est-à-dire de leur expliquer, comment on s'y retrouve, ce que c'est, en quoi c'est différent de mon espace santé, en quoi le Health Data Hub peut les aider et quels sont véritablement les projets en question qui sont menés sur le système national des données de santé ou de façon générale dans la recherche. Ce que l'on fait pour ça, on anime et on met en place et on les dispense des formations. Alors, ça va être des formations sur plusieurs choses. Sur le SNDS à proprement parler, et sur des formations sur le SNDS, et il y a quoi dedans? Alors, ce ne sont pas des formations scolaires. Les formations scolaires sur SNDS, ce serait de vous dire, eh bien, dans le SNDS, il y a le CEPIDC, le PMSI, là, je crois que j'ai perdu tout le monde. Je me perds moi-même dans ce charabia. L'objectif, c'est d'essayer de dire aux personnes qu'elles sont concernées. Vous avez été chez votre médecin. Vous aviez raconté que vous avez mal au ventre, mal à la gorge, que votre chien était mort. OK. Le médecin vous a fait une ordonnance. De cette ordonnance, vous êtes passé à la pharmacie. À la pharmacie, on vous a livré le médicament qui allait bien, qui était noté sur l'ordonnance. Vous avez pris aussi de l'homéopathie. Et puis tout ça, après, vous avez été à l'hôpital. Cette histoire, elle vous concerne, c'est notre histoire à tous. Ce qu'on a envie de savoir, c'est que dans cette histoire-là, quelles sont mes données qui sont dans le SNDS? Et qu'est-ce qu'on sait de moi dans le SNDS, justement? Est-ce qu'on me reconnaît quand le chercheur vient regarder? Est-ce qu'il sait que c'est Caroline Guillot qui a tel âge, qui est née à tel endroit? Et c'est ça qu'on raconte dans nos formations. On essaye de ne pas imposer notre sujet, qui est la seconde vie des données de santé, parce que l'imposer, ben, en fait, ça fait que les gens ne s'y intéressent pas beaucoup en soi. Mais on essaie de rentrer dans leur, à la fois, préoccupation, dans leur expérience de vie, et de leur dire, bah, vous allez voir qu'en fait, ce sujet-là vous concerne véritablement. C'est un petit peu comme le sujet de l'accès. Moi, je trouve ça passionnant. Quand on interroge les acteurs de l'écosystème sur les conditions d'accès au système national des données de santé, tout de suite, ils entendent le juridique, la gouvernance. Moi, quand j'interroge les citoyens, je vais dans la rue et que je leur dis, c'est quoi pour vous l'accès aux données? Ce qu'ils veulent savoir, par exemple, c'est la personne qui est derrière mon ordinateur et qui touche, qui appuie sur le bouton pour me voir. Et donc, nos formations, elles sont généralement construites en ce sens, en tirant de l'expérience de chacun, de leurs préoccupations et de leur façon de se représenter le sujet. Donc on fait de la formation citoyenne sur aussi les entrepôts de données de santé, pareil, qui est un mot extrêmement comment dire, complexe, et on essaye de se dire, bah, on va essayer de raconter quelles sont ces bases de données dans les hôpitaux et qu'est-ce qu'elles contiennent et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et après, ça permet de raconter plus précisément ce que c'est que les entrepôts de données de santé qui ont une définition plus claire au sens de la CNIL. On a des formations sur les données de santé environnement, on a bref, tout un ensemble de choses. On permet aussi aux associations, notamment, et à la société civile, d'accéder à quelques données du SNDS pour pouvoir qualifier leur population. Alors ça, c'est parce que c'est une demande que certaines d'entre elles ont faite, donc on y répond. Ça nous permet surtout de les embarquer dans le sujet, parce que ça leur permet de comprendre comment fonctionne le système national des données de santé, comment fonctionne l'utilisation des données de santé pour la recherche, etc. Et donc on remplit de cette façon notre mission d'acculturation et d'information. On on fait aussi un pas de côté en général dans l'accompagnement des associations. Alors je le dis parce que moi, pour le coup, je viens du monde associatif. J'y ai travaillé, association de patients, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Et avant d'entrer au Health Data Hub, et même en y rentrant et même encore la première année, je ne comprenais rien du tout au sujet du système national des données de santé qui me paraissait complètement obscur. Par contre, ce que je savais, c'était réaliser des études. Alors, de type, bah, je vais faire un questionnaire, pardon, l'envoyer à mes adhérents ou à mes contacts au sein de l'association, recueillir ces données, les analyser un petit peu et puis en rendre compte. Mais pour moi, je n'avais aucune notion de ce que voulait dire utilisation secondaire des données de santé. En fait, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que je créais finalement de cette façon-là, à partir de l'analyse de ces questionnaires, des sortes de bases de données qui, certes, étaient anonymisées, mais qui pouvaient tout à fait servir à la recherche dans une utilisation donc secondaire. Les associations, aujourd'hui, pour beaucoup, elles ont besoin qu'on les accompagne déjà, premièrement, à bien réaliser ces questionnaires.
conformément RGPD, à savoir comment les analyser, à faire un design d'études qui conviennent bien. Désolée. Parce que souvent, elles savent bien écrire les questions, mais elles coincent à un moment donné qui est l'analyse, des données. Parce que là, en fait, il y a un sujet financier, quasi essentiellement. Et il faut pouvoir construire les bons partenariats pour que des personnes d'autres structures, puissent analyser peut-être pour leur compte ces données-là. C'est ce qui s'est passé avec France Assos Santé, qui est un collectif interassociatif qui regroupe 85 associations membres, parmi lesquelles, par exemple, Elle, la Ligue contre le cancer, et cetera. C'est terrible quand on a une quinte de tout Oui. et qu'on doit parler. Vraiment désolée. Et qui donc, on les a accompagnés à construire le design de leur étude, à trouver un partenaire de qualité qui pourrait et légitime par rapport à la question qu'ils posaient, qui était en l'occurrence sur le Covid, pour pouvoir analyser les données. Et donc on a trouvé Santé publique France qui travaille désormais de concert avec eux sur cette étude-là. Donc ça, c'est un accompagnement sur des études qui ne sont pas en fait, comme je le disais tout à l'heure, le système national des données de santé, qui n'est pas véritablement dans le cadre de l'utilisation secondaire des données de santé au sens où j'en parle, mais qui est une étape absolument essentielle pour que demain, ces associations s'intéressent au système national des données de santé et soient en capacité de le faire. Et c'est ce qui d'ailleurs fait qu'en 3 ans, donc on a, de par cette acculturation progressive, 2 associations ont déjà déposé un projet de recherche sur le système national des données de santé, ce qui est absolument important. Et le dernier point, pour donner à voir, même si ça reste extrêmement restreint de ce que l'on fait, on attache une importance considérable au dialogue social. Le dialogue social, ça peut prendre des formes extrêmement variées, qui est de la concertation, de la consultation, du débat public, de la conférence de consensus, ou tout simplement des groupes de dialogue, des groupes de travail. L'idée, c'est non pas d'imposer mes sujets aux personnes qui vont être avec moi dans ce cadre-là, c'est de leur demander sur quoi vous voulez travailler, quelles sont vos préoccupations, même si ça reste un petit peu loin au départ de nos propres sujets, pour les embarquer progressivement sur ceux que sont les miens. La grande leçon que j'ai comprise vis-à-vis de ce sujet qu'est l'utilisation secondaire des données de santé, c'est que je ne pouvais pas imposer mon projet ou mon sujet, mon périmètre, parce qu'il semble au départ assez loin de ces personnes et qu'on les embarque, vraiment désolée, on les embarque progressivement dans le sujet. Et il faut d'abord s'intéresser à leurs besoins, à leurs problématiques, tenter de les régler et progressivement les embarquer vers le sujet qui est le mien. Donc, il nous reste que quelques Oui, minutes pour échanger, donc il y a, il n'hésitez y a une, surtout pas. il y a une question, comment faire pour que les personnes puissent demander leur droit d'opposition? Alors, tout dépend déjà de quoi on parle en droit d'opposition. Je vais juste refaire un petit topo j'ai 3 choses à dire. La première, c'est qu'il y a une différence entre ce que j'ai appelé le système national des données de santé au sens historique et le système national des données de santé au sens élargi. Au sens historique, ça va entendre quelques bases que sont les remboursements de soins, qui va entendre les hospitalisations et la base des décès. Ici, eh bien, le droit d'opposition, il est tout à fait possible d'écrire, notamment à l'assurance maladie, et dire je ne veux pas qu'on utilise mes données dans ce cadre-là. Ce qui est important dans ce cadre-là, outre le fait de savoir qu'il y a ce droit, il y en a aussi d'autres, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce que ça engage. C'est-à-dire que si l'ensemble de la société civile, demain, dit je m'oppose, alors il n'y a plus de recherche en France. Ça, c'est un point qu'il faut absolument avoir en tête et dont il faut être sensibilisé. Ensuite, il y a aussi ce qui se passe dans le centre de SNDS élargi, c'est-à-dire par exemple au niveau des centres hospitaliers. Là aussi, il y a des bases de données qui sont constituées. Elles peuvent être utilisées soit uniquement dans ce cadre précis de un service donné dans le centre hospitalier, ça peut être aussi constitué dans ce que j'appelais les entrepôts de données de santé. Là aussi, la personne est informée du fait qu'il existe ce système-là et elle peut s'y opposer ou ne pas être d'accord. Donc un système est possible. Le reproche qui a été fait par la société civile, et elle avait tout à fait raison, c'est de dire: «Ah, quand même s'opposer n'est pas tout à fait simple, il faut écrire, mais à qui? Mais comment?» Donc on va vous dire: «Bah, contactez le DPO», mais c'est quoi un DPO? On se lance dans un truc infernal. Le Health Data Hub a pris cette question au sérieux et s'est dit: «Très bien, on va construire un outil» qui d'ailleurs va, être mis en ligne en début d'année prochaine pour faciliter les droits le comment dire? L'exercice des droits des personnes. Simplement comme je viens de le dire et donc ça c'est fait d'ailleurs en partenariat avec l'assurance maladie et avec France Assos Santé.
Les personnes auront un système beaucoup plus ergonomique pour savoir quelles sont d'ailleurs les bases qui sont utilisées, pour pouvoir s'opposer et à quoi. Et ça va être un système très bien fait, très ergonomique, très simple. Notre deuxième préoccupation, c'est ce que je viens de mentionner, c'est de savoir de quoi on parle. Je vous donne un exemple. On a reçu des fois quelques demandes d'opposition. Opposition, mais en fait, on se rendait compte dans les échanges que c'était par exemple à Doctolib, ou que ça va être sur un site internet, ou que ça va être sur. Et ça ne représentait pas du tout le système national des données de santé. Et ça ne représente. Et quand on parlait du système national des données de santé, les personnes disaient: ah non, et moi, c'est pas du tout ça. C'est telle étude dans telle chose qui ta 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 ta. Et donc, il y a un véritable enjeu aujourd'hui d'information pour expliquer quel est le cadre, parce qu'il est complexe, complet, mais complexe aussi. Et il faut pouvoir donner ces informations pour que les personnes, si elles s'opposent, sachent précisément à quoi elles s'opposent et ce à quoi nous sommes, nous, en capacité de l'amener à s'opposer. Quand la personne me parle de Doctolib, je lui dis: ah, désolé, c'est pas chez nous. Doctolib, c'est autre chose. Et donc, il y a tout un enjeu et on travaille avec France Assos Santé sur ce portail patient pour rendre l'information, et c'est là que c'est un enjeu, accessible à tous et de façon simple. Voyez que pour vous expliquer le sujet, et encore, je ne vous ai pas tout expliqué, et encore, je ne suis même pas sûre d'avoir été suffisamment pédagogique, il nous a fallu plus là de 30 minutes, et il en faudrait encore plus. Sauf que ces 30 minutes, les personnes, elles ne l'ont pas quand elles vont sur un site internet. Elles veulent de l'information rapide. En un coup d'œil, je veux avoir compris le sujet. Voyez bien l'enjeu aujourd'hui et la nécessité et le besoin qu'un ensemble d'acteurs se mobilisent de façon collective sur cette information dont on a besoin et dont l'ensemble des citoyens ont besoin. Donc voilà, j'espère avoir distillé à la fois l'enjeu qu'il y a sur le plan de la sécurité, et cetera, mais aussi sur le plan de l'information, de la pédagogie, pour ne pas surajouter une possible crainte qu'il y aurait aujourd'hui dans la société et dans l'utilisation des données. Il faut pouvoir mesurer les 2 et on a un effort collectif à s'acculturer à ce sujet et certains acteurs évidemment, sont particulièrement, concernés. Comme tu le dis, en effet, il y a un gros besoin d'information, d'acculturation, parce que finalement, les craintes qui sont exprimées aujourd'hui, elles sont surtout exprimées autour des applications, ou des outils comme, Mon Espace Santé, Doctolib, et d'autres. Et c'est là où il y a une différence entre le système national des données de santé et ces outils et applications-là. Malheureusement, on n'a pas le temps de creuser, le sujet, mais on abordera, les questions vraiment plus autour de Mon Espace Santé dans un prochain webinaire. Mais si tu veux en dire juste un mot ou 2 sur, le et oui, voilà, les données autour Oui, de Mon oui. Espace Santé, voilà. C'est assez int alors ça aussi j'adore cette anecdote parce que je l'ai trouvée formidable, donc je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on a fait une conférence de consensus où on a réuni 70 citoyens sur un week-end. Donc nous évidemment dans le monde, de ces experts dont je n'ai pas l'impression de faire partie, mais mine de rien de personnes qui sont quand même assez au fait de ce sujet de l'utilisation secondaire des données de santé, on différencie bien les données pour le soin, les données pour la recherche. Les données pour le soin, c'est Mon Espace Santé. Les données pour la recherche, c'est plutôt ce qui va être Health Data Hub, Système national des données de santé, assurance maladie, et cetera. On fait, une matinée avec des experts pour expliquer véritablement la différence entre les 2, et cetera. Et à la fin du week-end, normalement, les personnes sont censées faire des recommandations sur le sujet de l'utilisation des données pour la recherche. Bah, plus de la moitié des recommandations portaient sur Mon Espace Santé. J'ai eu beau dire et mettre dans la tête des gens: «Si, c'est différent et venez discuter du sujet des données de santé pour la recherche». Eh bien non, on n'en revient à ça. Déjà, premier point, il est important de n'entendre et de noter et d'arrêter de lutter sur le fait que pour les personnes, ça forme un tout. Peut-être que ce qu'il faut avoir en tête, c'est le cadre. Mon espace santé, effectivement, il y a des données, parce que c'est ce carnet médical, je sais plus comment on le nomme, personnel, qui est utilisé par mes différents professionnels de santé. Mais effectivement, dedans, il y a aussi ce qu'ils appellent le bouquet de services, donc d'autres applications, dont une par exemple sur le diabète, et où là, les liens entre les données peuvent être faits à la volonté du patient qui va cocher je consens pas à tel type de données, pas celle-ci, et celle-ci dans telle condition et pas celle-là, etc. Il manipule et puis il appuie sur les boutons comme vous le faites aujourd'hui sur Internet avec les cookies, ou dont beaucoup disent d'ailleurs qu'ils en ont ras-le-bol parce qu'ils deviennent des machines à consentir et que ça devient quand même compliqué d'aller sur Internet. Ça aussi, il faut pouvoir l'entendre.
les données pour la recherche, comme j'ai dit, c'est un cadre extrêmement spécifique où il faut systématiquement se mettre en tête, même si c'est pas totalement comme ça, que quand même on est dans un cadre pseudonymisé ou anonymisé, que la majorité du temps, c'est des acteurs de type chercheurs qui viennent les analyser et on n'a pas besoin d'être dans la reconnaissance de la personne. Et je pense que quand on a compris ces éléments-là, on voit les différences. Il y a, on est en train de mener un débat lycéen. C'est-à-dire il y a 4 lycées en Île-de-France qui sont engagés dans cette démarche de débattre de façon éthique sur l'utilisation des données de santé pour la recherche, et même précisément sur l'IA et les capacités et les modalités d'utilisation des données de santé pour la recherche. Un intervenant est venu et a expliqué c'est quoi la sécurité, c'est quoi les différences entre IA, etc. Et puis il a dit, au final, il y a des choses dont on ne parle pas non plus. C'est quand, par exemple, les hôpitaux eux-mêmes se font craquer. C'est-à-dire que, et là, ce sont vos données. On vous reconnaît. Et celle-ci, on vient parler de la recherche et des difficultés du SNDS alors qu'on ne connaît personne, il y a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Mais enfin, il y en a a priori moins que pour des données où véritablement il y a votre nom, etc. dedans. Et il disait, mais quand même, il faut s'apaiser aussi sur le sujet. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre conscience qu'il y a des risques et de comprendre quels sont ces risques, mais il faut aussi s'apaiser. Récemment, mais comme ça se fait, comme ça a eu malheureusement lieu, ça reste une réalité, un centre hospitalier s'est fait craquer un ensemble de données. Ils ont regardé les véritables, qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé véritablement, c'est qu'il y a eu pour une partie de cette base qui a été craquée, du phishing. Le phishing, c'est le fait qu'on va vous envoyer, on va vous dire: «Ah bah merci de me mettre, vous avez oublié de payer telle chose, merci de payer et de me donner vos, coordonnées bancaires» et cetera. Alors ça, c'est pas top. C'est clair que le phishing, on va pas dire que c'est top. Mais il y a quelque chose qui évolue dans la société, c'est qu'on nous apprend de plus en plus à nous méfier de ça et on a les nouveaux codes et ça aussi, c'est important. Le sujet, tout ça, c'est pour essayer de relever un petit peu le débat et le discours. Le sujet, il est dans quoi quand on parle de la crainte, de la sécurité, et cetera? C'est: sommes-nous suffisamment tous armés pour savoir véritablement déjouer ces pièges-là? Il y a d'autres pièges, les questions d'assurance, les questions qui pourraient avoir lieu et qui sont tout à fait légitimes et dont il va falloir débattre certainement et dont qu'il va falloir traiter. Mais il faut aussi poser les véritables sujets d'insécurité. Finalement, l'insécurité, c'est quoi et ça nous touche comment? Et ces sujets-là, aujourd'hui, on ne prétend pas avoir toutes les réponses, et cetera et je prétends pas dire, «Pas de problème, tout est nickel» et cetera. Pour moi, le vrai sujet, c'est qu'il faut impérativement débattre avec la société et il faut impérativement la former et l'informer. Et je reviens toujours à ce b.a.-ba Ouais. qui est absolument essentiel parce que les outils vont très vite. Mon espace santé, les outils d'IA, le chat GPT, etc. Il convient aujourd'hui de prendre ce sujet très au sérieux du numérique et notamment de ce qui est fait dans le domaine de la santé et de préparer, de nous préparer, mais de préparer aussi les générations d'après. Et ça, c'est absolument indispensable. Bon, bah, je pense qu'aujourd'hui, les professionnels qui sont autour de cette visio, ne peuvent que être d'accord avec toi puisque c'est l'essence Tout de à leur, fait. travail. Bah, donc, merci beaucoup. Désolée, on a un peu débordé, mais c'est un sujet qui est tellement, voilà, complet. J'avais prévu un peu d'informations, mais je vais vous partager le support de présentation, donc vous aurez les informations dans le support. Pour vous dire que du coup, bah, voilà, on fera une visio vraiment spécifique sur mon espace santé avec l'ARS Normandie pour que vraiment là, on puisse répondre à vos questions, lever, les craintes, des usagers. Voilà, que vous ayez vraiment un maximum de billes, en main pour pouvoir, faire face aux bénéficiaires et aux usagers que vous avez tous les jours devant vous et qui peuvent vous poser des questions et exprimer leurs craintes vis-à-vis de mon espace santé et on les comprend. Voilà, donc on vous partagera, ce sera début 2024, on n'a pas encore calé la date. Je vous laisse parce qu'il est 10h32, je ne veux pas trop vous retenir longtemps. Donc déjà, Caroline, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Voilà, c'est toujours autant passionnant et passionné. Désolée pour le temps un peu plus long. J'espère que vous avez quand même pu poser vos questions. De toute façon, je vais vous mettre les ressources, les liens dans le support de présentation. On mettra le replay dans la base. Et puis, bah, d'ici là, je vous remettrai mes coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'année 2023 et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.